Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir donc au C2RP pour ce webinaire d'entre-midi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dimension sociale dans les activités à distance. Comme d'habitude, donc vous avez sur le côté l'onglet questions qui permet d'échanger et de saluer tout le monde. Donc bonjour à tous. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de télécharger le support de ce webinaire dans la partie droite également. Voilà. Toujours le même principe, donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas au fur et à mesure. Donc il y aura un échange avec Philippe Lacroix, donc qui anime cette fois encore le webinaire du jour. Donc, un petit rappel, le C2RP, c'est quoi? C'est un groupement d'intérêt public qui a 4 missions en tant que Cariforef. Donc, c'est de récolter l'offre de formation, d'observer ce qui se passe sur un territoire au niveau de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, et d'informer et d'accompagner les acteurs de la formation, de l'emploi, et de l'orientation professionnelle. Et à ce titre, on a créé ces webinaires pour vous permettre d'être dans une veille professionnelle. Nous ne sommes pas un organisme de formation, mais nous avons comme mission de vous accompagner, notamment dans la veille professionnelle. Alors, on avait déjà commencé l'année dernière sur l'innovation. Donc, je vous ai mis le lien pour accéder via la playlist à tout ce qui a été fait l'année dernière en termes de langage pédagogique, de LMS, de blended learning. Je vous ai mis également le lien avec la page dédiée à l'innovation sur notre site et puis toujours le programme pour 2022 que vous retrouvez aussi à la fin de ce support en lien dynamique. Donc, ça vous permet de vous inscrire pour les futures sessions. Voilà, je ne fais pas plus long. Je laisse la parole à Philippe pour l'animation de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce petit webinaire de 45 minutes, un petit peu moins maintenant. On va parler de dimension sociale dans les activités pédagogiques à distance. Alors voilà, je ne me présente pas, vous aurez ça sur le support. Et pour démarrer, essayer de s'échauffer entre nous et d'essayer d'avoir quelques interactions sociales avec un outil qui est un peu minimaliste, mais finalement on peut en avoir un petit peu. Dans le petit onglet questions, est-ce que vous pouvez nous écrire quelle est la dernière interaction sociale à distance hein, que vous avez eue? Alors là, je vais vous mettre la mienne pendant que vous êtes en train de répondre. Ok. Formation, Virginie a une formation à la prévoyance du chef d'entreprise ce matin. Moi, j'ai envoyé un SMS à mes enfants, et je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. J'en ai 3 adultes. Je n'ai pour l'instant pas eu de réponse, mais donc ça veut dire que tout va bien. Un SMS avec ma meilleure amie pour Frédéric, échange téléphonique pour Séverine. Appeler un stagiaire ce matin par téléphone pour le rassurer, une visioconférence pour Patricia. Voilà, donc je pense qu'on en a coaching en visio ce matin, super. Voilà, j'ai plus rien à vous apprendre. Organiser une visio se rapprochant courant et approche pédagogique dans le cadre d'un CEC. J'ai eu un SMS et j'ai pas répondu. Ouais. Souhaiter bonne fête à mon frère Pascal. Voilà. Alors, merci pour le message via Airbnb à un locataire. On est entré, merci pour vos petits messages, on est entré dans une dimension où les interactions sociales, bien que physiologiquement, en tant que mammifères, normalement, elles se font à proximité les uns des autres. On a des super pouvoirs, on a été doté d'outils qui nous permettent d'avoir des interactions sociales, même si elles sont plus mineures, mais on en a quand même à distance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
en quoi les interactions sociales sont indissociables de l'apprentissage, de la formation, comment elles fonctionnent chez nous et qu'est-ce qu'elles veulent dire d'un point de vue cognitif et neuro-pédagogique, et puis comment on peut essayer de les mettre en œuvre. Voilà, donc on va essayer de voir ça ensemble pendant 40 minutes maintenant. Alors, on est là dans le programme, on se reverra mardi prochain, et puis mardi 11 octobre, et on se retrouvera à nouveau ensemble le mardi 8 novembre. Et entre les deux, mardi prochain, je vous proposerai une activité asynchrone qu'on essaiera de faire tous ensemble et cette fois-ci la faire fonctionner, mais j'anticipe sur ce qui ne s'est pas passé entre celle que je vous avais proposée à la dernière séance et aujourd'hui, et on va y revenir. Donc dans la dimension sociale, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va revenir sur l'activité intercession. On va voir qu'on est un animal social. Ah, j'ai un petit problème de décalage, mais c'est pas grave. Et on va voir comment provoquer, gérer les échanges sociaux à distance. Et je vous invite, parce que j'aime beaucoup, je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup les questions, j'aime beaucoup les commentaires, ça me permet de rebondir sur ce que vous ressentez et vous percevez, la façon dont vous comprenez ce que j'essaie de transmettre et d'avoir comme action chez vous. Et puis surtout, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. J'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi, parce que comme ça fait baisser ma confiance en moi. Et quelquefois, quand on a trop confiance dans ce qu'on dit, on transforme une connaissance en vérité, et ça, c'est un piège. Et puis, j'aime bien quand les gens ne raisonnent pas comme moi, ne pensent pas, parce que ça oblige à penser différemment. Et souvent, c'est ce qui manque. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, questionner ou réagir tout au long du webinaire et pas forcément attendre la fin. Soit je les vois passer, soit Sylvie m'interrompra pour répondre ou rebondir sur vos remarques ou questions. Alors, je vais revenir sur ce que je vous avais proposé comme activité intercession. Je vous avais proposé de jouer à un petit jeu et je vais vous projeter ce que je vous avais présenté. Pour ceux qui n'avaient pas pu être là la dernière fois, je vous avais demandé sur un savoir, une connaissance très simple, la règle de 3, et je vous avais donné 2 moyens de réviser vos connaissances sur la règle de 3, une vidéo super pédagogique et la règle de 3 Dixit Wikipédia. Donc les 2 approches, une très magistrale et l'autre très pédagogique. Et puis je vous avais demandé d'essayer d'imaginer, de compléter les lignes, j'avais donné un exemple, pour me dire qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme activité pédagogique à distance et quelle interaction devrait avoir le formateur avec les apprenants pour que, sans être ensemble, mais en interagissant à distance, quelle activité pédagogique le formateur pourrait animer pour apprendre la règle de 3. Alors, j'avais donné un exemple, bon, voilà, et je vous avais demandé d'en mettre d'autres. Ça n'a pas marché, c'est pas très grave, parce que si ça avait marché, ça aurait été très bien parce que j'y allais régulièrement et j'aurais pu commenter, interpeller et on aurait interagi à distance de façon asynchrone. Ça n'a pas marché. On va essayer de trouver pourquoi. Moi, j'ai une petite idée. Il y a 3 raisons possibles. La première, je vais m'auto-flageller. Soit j'ai pas été assez explicite sur l'activité, elle vous a pas semblé intéressante, ou vous ne l'avez pas comprise, ou elle avait pas d'intérêt pour vous. Voilà, donc je vous ai mal vendu l'affaire. Ça peut être une raison. La deuxième raison, c'est que le sujet vous intéressait pas. Bon, bah, je pensais que la règle de 3 était un truc simple et puis sur lequel on aurait pu s'amuser avec des exemples. Mais visiblement, peut-être le sujet n'était pas intéressant. Et puis le troisième, bah, en fait, quand le webinaire s'est arrêté la semaine dernière, l'écran s'est coupé entre vous et nous. Et donc, bah, j'étais pas présent à distance. Et quand il y a pas de présence à distance, en fait, il manque cette petite impulsion, ce petit courant d'énergie qui fait qu'on se sent motivé et puis le quotidien reprend le dessus et on est noyé sous nos activités et donc ce qu'on devait faire à distance, bah, ne réapparaît pas à la surface et donc disparaît dans ce qu'on devait faire. Donc voilà, on aurait pu faire quelque chose, j'aurais profité de ce que vous m'avez proposé et puis vous auriez vu ce qui se passerait entre nous
à distance, ça c'est pas fait, c'est pas très grave. On va essayer de transformer alors Virginie dit: «L'activité était claire et intéressait, mais est en déplacement, et sans relance quotidien» et exactement, bah, voilà, et nos notices sont pas tous les webinaires, donc voilà. Mais j'aime bien le quotidien repris le dessus effectivement parce que, je vous ai pas essayé j'ai pas remis fait remonter sur la pile, le haut de la pile, voilà. Donc c'est pas très grave. Ce que je voulais, voir avec vous, essayer de vous faire, réfléchir pendant cette activité est un prétexte à réfléchir à comment un formateur peut garder du contact à distance avec les apprenants. Donc voilà, ça c'était l'intention de l'activité, la réalité, il s'est rien passé, pas très grave. Hem, le Je voulais que vous réfléchissiez à être présent à distance, à avoir ce don d'ubiquité, en fait, être là sans être là, être à plusieurs endroits en même temps, et cetera. Hem je reviens sur ce que j'ai évoqué la dernière fois. Hem, Autant qu'on est super à l'aise, les gens dans la salle comme le formateur, quand on est en face à face, autant quand on est à distance, ben, il faut avoir plusieurs casquettes, plusieurs rôles. L'assistance technique ou l'assistance, psychologique pour les gens qui se sentent un peu perdus ou les gens qui ont des réels blocages techniques ou autres. Il faut faire du soutien pédagogique parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de compléments d'information pour comprendre mieux ou comprendre tout simplement, et corriger des erreurs. Et puis, il y a l'évaluation coaching. Je mêle, la partie, exercice d'apprentissage corrigé dans l'évaluation et le coaching dans la mise en œuvre de ce qui a été appris, en formation. Et pour toutes ces activités-là, le formateur peut ou doit avoir une présence et une interaction sociale à distance avec les apprenants. Alors on va faire petit exercice WooClap. On va revenir un truc simple, on va se concentrer sur les outils, comme point de départ. Donc je vous avais dit la présence à distance, c'est au bon moment avec des bons outils et la bonne tonalité. On va, prendre comme point d'entrée les outils et je vous propose une petite activité, WooClap. Donc je vais vous partager ça. Hop, vous pouvez donc, soit vous connecter avec votre téléphone ou votre ordi en ouvrant une nouvelle fenêtre et en tapant wooClap.com/c2rp 06 10 22 parce qu'on est le 6 octobre 2022. Je vous mets, hem, dans la petite fenêtre de conversation le lien, comme ça vous pourrez directement le taper ou alors vous flashez, si vous le faites avec votre téléphone, vous pouvez les flasher le QR code pour y aller. Je vais lancer, l'activité sur WooClap, voilà, et je vais projeter ce que, vous êtes en train de me dire. Hop, donc je vais partager ça, voilà. Alors n'hésitez pas à faire défiler, c'est une association, hein. Quel outil on utilise pour faire quoi? Hem Et n'hésitez pas à faire défiler la page parce qu'il y a plusieurs, heu, associations à faire. Vous avez des situations dans lesquelles le formateur doit agir et puis, des outils, à associer à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 situations et 6 outils proposés. Et puis on va voir ce que vous pensez être le meilleur outil à utiliser pour avoir une interaction sociale, pour faire de l'assistance technique, pour faire de l'assistance, psychologique, du soutien pédagogique individuel, du complément pédagogique, de l'évaluation ou du coaching. Alors, voilà, vous avez, les réponses les plus fréquentes que vous m'avez faites. Alors, 4 pensent que l'assistance technique se fait bien avec une messagerie intégrée, j'ai mis LMS, hein, à la plateforme qu'on peut utiliser pour faire de la formation à distance. 5 m'ont dit que l'évaluation se faisait avec un exercice corrigé. J'entends bien, donc on nous donne un exercice, une étude de cas, quelque chose que vous renvoie l'apprenant et que le formateur corrige. Hem, le complément pédagogique collectif, vous êtes 4 pour l'instant, c'est la majorité, hein, qui que a utilisé la classe virtuelle.
l'assistance psychologique, le SMS ou le WhatsApp, le soutien pédagogique individuel, le mail. OK. Alors, et puis après, on descend de plus en plus dans les moins souvent utilisés. Alors, le coaching par mail ou le coaching par messagerie intégrée. Je vous laisse répondre. Vous avez été, on a 12 réponses pour l'instant. Puis je commenterai ce que vous m'avez dit le plus et je commenterai aussi ce que vous m'avez proposé le moins. Je vous laisse le temps de répondre. Prenez le temps de réfléchir. J'ai volontairement restreint le nombre d'outils à l'essentiel qu'on est amené à utiliser en tant que formateur qui intervient à distance, c'est-à-dire quand on se transforme en tuteur ou en support ou en coach. Voilà, vous êtes 13 à avoir répondu. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. Ah oui, on peut peut-être avoir 1 ou 2 votes de plus. Je vous laisse un petit moment. OK. Alors, Nous sommes oui, 28 aujourd'hui, Philippe. d'accord. Donc là, on a eu 14 réponses. Donc, la moitié. Bon, alors il semble aujourd'hui acté que selon la majorité, c'est-à-dire 10 sur les 15 qui ont voté, l'évaluation se fait avec un exercice corrigé. Je suis relativement d'accord avec ça. Et puis je vous montrerai après ce que j'avais proposé comme association qui me semblait la plus pertinente. Encore une fois, ce n'est pas une vérité ni c'est mon point de vue. Donc, en parlant d'interaction à distance, même si je me suis mis en mode avion, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Vous avez peut-être entendu un petit bruit. L'assistance technique, vous le faites avec la messagerie intégrée. L'assistance psychologique, majoritairement, vous pensez le faire avec des SMS. Le complément pédagogique collectif, vous proposez de le faire en classe virtuelle. Et pour l'assistance psychologique, pour certains, vous pensez le faire en visio. Le support pédagogique individuel, 6 pensent que c'est mieux par mail. Et le coaching en visio, l'assistance technique par mail, le soutien pédagogique individuel, l'exercice corrigé. Voilà, le coaching en classe virtuelle. OK. Alors, je vous propose de regarder ce que je vous ai. Merci d'avoir répondu et de faire. Voilà. L'assistance technique nécessite en général d'échanger des informations techniques, c'est-à-dire hyper précises, éventuellement accompagnées d'une copie d'écran de ce qui marche mal, de faire du copier-coller de choses qui se sont affichées à l'écran. Honnêtement, plein de solutions sont possibles, mais le plus commode est d'avoir le mail. Pour l'assistance psychologique, on sait qu'on met le doigt dans quelque chose qui peut être très chronophage et déborder un petit peu du cadre de formation dans lequel on est. Donc pour cadrer un peu, moi je vous conseille d'utiliser le message SMS ou WhatsApp qui amène à se concentrer sur l'essentiel, un peu d'encouragement, un petit smiley, c'est très bien, mais pas une conversation téléphonique qui peut durer et déraper sur des sujets incontrôlables. Du soutien pédagogique individuel, moi je pense que la messagerie intégrée est pas mal parce que on va avoir des échanges qui vont être directement liés à l'activité pédagogique, souvent qui est faite à distance à travers la plateforme. Et donc, on peut relier les éléments d'apprentissage avec le soutien. Encore une fois, c'est une proposition. Et je vous explique pourquoi je vous propose ça. Le complément pédagogique collectif, bien évidemment, la classe virtuelle est idéale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire une classe virtuelle. On fait plutôt un webinaire
classe virtuelle, on pourrait faire des sous-groupes, on pourrait se voir, on pourrait se parler, on pourrait avoir une connivence, une proximité, des échanges individuels, des échanges en sous-groupe. Voilà, on pourrait faire des activités avec des tableaux à partager facilement, etc. Donc la classe virtuelle est idéale pour ça. Pour l'évaluation, l'exercice corrigé, ça me paraît le plus cadré et facile à exploiter. Vous allez donc donner une correction personnelle, individuelle aux gens. Et pour le coaching, la visio, one-to-one, est pour moi idéal. Encore une fois, c'est pas une vérité, c'est ce que je vous recommande par expérience, où vous prenez pas trop de risques. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez utiliser n'importe quelle autre solution si vous êtes à l'aise et qu'elle fonctionne bien. Voilà, c'est pas une vérité absolue. Voilà, merci pour vos interactions. Alors, on va passer à la deuxième partie où je vais vous expliquer pourquoi les échanges sociaux à distance sont importants dans l'apprentissage. Juste pour vous situer où on est dans l'échelle des animaux sociaux, les axes des... alors, c'est des études qui sont faites par le chercheur Pierre-Marc Ledo. Je vous encourage à aller lire les résultats de ces études. C'est passionnant. Il a fait des conférences super intéressantes. Il y a une corrélation entre les échanges dans certaines typologies d'animaux, plusieurs espèces d'animaux, entre le poids du cerveau et le poids de l'animal. Pourquoi Pierre-Marie vous l'expliquerait mieux que moi, parce que ça n'a pas beaucoup mais ça permet de faire une classification. Et quand on est dans un certain ratio, comme on est proche des chimpanzés ou des dauphins, en même ratio, si on n'a pas le même poids, hein, mais on a le même ratio, et ben on est sur une population d'espèces animales qui a besoin, dans le fonctionnement en société, d'échanges sociaux importants. Et puis il y a d'autres animaux, pourtant on est proche génétiquement par exemple des cochons, mais on n'est pas dans la même catégorie. Les cochons ont peu d'interactions sociales, ils n'ont pas besoin des autres pour fonctionner. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'il y avait des similitudes et des classifications qui étaient intéressantes. Je passe vite, mais c'était pour vous tendre la perche, vous intéresser aux études de Pierre-Marie. Notre cerveau, en fait, il ne fonctionne pas seul. Il faut bien comprendre qu'on est dans les mammifères, l'espèce qui a le plus besoin d'entraîner, de développer, d'enrichir notre cerveau par rapport à celui dont on hérite quand on est. Quand on est un super cerveau hyper puissant, mais il ne sait rien faire. Et il ne peut apprendre à faire des choses que par observation des autres ou réflexion en fonction des informations que nous fournissent les autres. D'ailleurs, ça se ressent parce que en général, on a des timbres de voix, des intonations, des expressions qui sont les mêmes que celles de nos parents. Même quand on s'intéresse aux démarches, souvent, même si on n'a pas la même physionomie, on a des mimétismes avec ses parents. On apprend de ses parents, on apprend à parler, on apprend à marcher en regardant ses parents, et on apprend énormément de choses en étant en contact avec les autres de façon informelle ou de façon très formelle quand on fait ses études. En tout cas, notre cerveau, il ne sait pas faire grand-chose à part apprendre quand on est. Et il ne sait pas apprendre sans les autres, sans être en contact avec les autres, ou transmission par les autres. Donc on est condamné à apprendre, mais parce qu'on a une énorme capacité d'apprentissage, et c'est ça qui fait qu'on est hyper adaptable, même si notre environnement a bougé depuis qu'on a ce cerveau d'il y a 40 000 ans. C'est parce que il se développe en fonction des échanges avec les autres dans l'environnement dans lequel on est. Et puis notre cerveau, il ne fonctionne bien qu'en groupe. Quand on est tout seul, en fait, on tourne en rond, on ne produit pas grand-chose, on n'est pas très bon. Et il a besoin de se situer par rapport aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un chef et qu'on est soumis au chef tout le temps. Selon les situations, toutes les positions se renversent ou sont changeantes, mais on a aussi besoin socialement de se situer. Et je vais y revenir un tout petit peu plus tard, vous allez voir que c'est important. Il faut bien comprendre qu'en fait, apprendre, notre cerveau est programmé pour ça, il a d'énormes capacités pour ça, mais il ne sait pas le faire sans les autres. Et jusqu'à notre vie adulte et même bien au-delà, on développe des mécanismes d'apprentissage qui sont liés à l'échange avec les autres. Notre cerveau, il a aussi une capacité, par nos différents sens, à observer les autres.
Et on échange, on communique, vous le savez bien en tant que formateur, pas du tout que avec la voix. Alors là, moi aujourd'hui, majoritairement, vous me voyez en petit, de temps en temps, vous voyez un peu plus gros, avec quelques expressions de visage ou les mains qui bougent, mais c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on pourrait exprimer si on pouvait se voir, si on était beaucoup plus proche physiquement par tout le langage non verbal. Et ça, c'est une communication hyper importante. Enfin, tous les formateurs savent qu'en un coup d'œil, on peut avoir, se mettre en relation avec des gens, un tout petit sourire, un clin d'œil, une micro-expression, et ça donne un encouragement, ça donne une reconnaissance, ça donne une validation, etc. Euh, Notre cerveau a besoin, pour apprendre et pour fonctionner en groupe, de tisser des relations. Et des récentes études ont démontré que on accordait finalement beaucoup plus de crédit et d'importance à la relation qu'on a avec la personne qui essaye de vous transmettre quelque chose. Si on se sent proche, si on sent une connivence, ce qu'elle vous enseigne aura beaucoup plus d'importance, vous lui accorderez beaucoup plus d'importance, et c'est pas volontaire, hein, c'est pas une décision. C'est comme ça, notre cerveau va accorder plus d'importance à quelqu'un avec qui vous êtes proche, ou vous vous sentez proche, que quelqu'un qui aurait une bien meilleure légitimité. Un professeur émérite, etc. Si vous ne vous sentez pas proche de lui, votre voisin parle du même sujet, et avec un peu de conviction, votre voisin va avoir pour vous, ce qu'il vous dit, ce que vous transmet, plus d'importance que le professeur émérite. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de tisser une relation de proximité, d'attention. Hein, j'essaye de porter attention, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai un œil, comme si on était en salle, mais j'ai un œil collé aux questions pour voir si vous avez des réactions. J'essaie de vous porter de l'attention pour qu'en retour, vous vous sentiez un peu plus proche de moi et que je puisse avoir votre attention et puis connecter un peu pour que, même si vous ne me connaissez pas et que j'ai pas une reconnaissance forte sur ce que je dis, en tout cas peut-être, mais c'est pas connu, eh bien vous accordiez quand même un peu d'importance. Donc c'est vrai, ça, c'est vraiment hyper important, et d'autant plus quand on le fait à distance. Si on n'arrive pas à avoir cette connivence avec les apprenants, ça sera très difficile d'accorder du crédit à ce que vous essayez de leur transmettre au-delà de la valeur de l'information brute. Utiliser les intelligences multiples est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en œuvre. C'est-à-dire, il ne faut pas que parler aux fonctions cognitives, linguistiques ou logiques, hein, la lecture, l'écoute, le visionnage ou la réflexion. Il faut essayer d'avoir des relations physiques, euh, interpersonnelles, euh, avec une ambiance, sentir les choses. Ne serait que quand on passe à côté des gens, on va avoir un petit mouvement d'air. Ça crée du lien parce qu'on partage le même espace. Vous voyez, donc l'interaction sociale, elle va se nicher jusque-là. Autant c'est extrêmement naturel et simple à faire en salle, il faut justement redoubler d'efforts à distance pour, avec les quelques petits outils qu'on a, maintenir cette connexion à distance sociale avec les gens. Alors je vais vite, mais on peut classer, encore une fois merci à Pierre-Marie. Euh, En fait, la reconnaissance sociale, elle peut agir sur notre positionnement et notre motivation. Je vous laisserai regarder parce que vous avez accès au support, je ne vais pas vous le commenter en détail, mais on va regarder quelques extrêmes. Les deux axes, c'est ma motivation, elle est faible ou elle est forte. Mes émotions, elles sont faibles ou elles sont fortes. Si on part, par exemple, de je ressens très peu d'émotions par rapport à ce que je fais, me former, par exemple, euh, les activités que je suis en train de suivre, elles ne provoquent aucune émotion chez moi. Personne ne me parle, je lis des trucs, je fais tourner des pages. Franchement, j'ai même pas entendu le son de la voix de quelqu'un, j'ai même pas vu un bout de micro vidéo, on n'a même pas fait une visio de 5 minutes pour démarrer la formation. Bah, ce que je fais, ça ne provoque aucune émotion. Et puis finalement, le sujet, il n'est pas très bien présenté, on ne l'a pas mis en perspective. Je ne vois pas ce que je pourrais en faire vraiment de façon opérationnelle, à part être un peu plus au fait de ce sujet-là. Donc, pas d'émotion, pas de motivation.
je suis presque malheureux et j'ai pas du tout envie de me surpasser. À l'inverse, j'ai vu le formateur, il m'a souri, même à distance. On a fait une petite blague, il m'a appelé par mon prénom, et puis il m'a fait parler, exprimer mes besoins. Dans quel cadre je vais pouvoir mettre en œuvre la formation? Quels sont mes objectifs personnels? Il a rebondi dessus en disant, oui, ce que vous me dites, c'est juste, mais en fait, vous pourrez même aussi apprendre à faire ça, etc. Je suis motivé, j'ai eu des émotions, tout va bien, tout peut bien se passer. J'ai pas dit tout va bien se passer, tout peut bien se passer quand c'est comme ça. Et ça, c'est dû aux interactions sociales qu'on va avoir mis dans le dispositif, qui vont jouer sur la motivation et les émotions. Alors, les échanges sociaux, selon vous, quel impact ça peut avoir? Je vais vous proposer la deuxième activité et je vais vous demander de voter et de me dire, sur une échelle de 1 à 4, par rapport aux 7 propositions que je vous fais, quel est l'impact des échanges sociaux par rapport à ces notions-là. Et je vais vous projeter le petit WooClap pour que vous puissiez voir ce que vous pensez. Alors n'hésitez pas quand vous répondez à faire défiler l'écran pour pouvoir répondre aux 7 propositions. Alors je vous laisse un peu de temps, on a déjà eu 2 réponses. Ça va s'affiner et on va essayer de commenter tout ça. Alors, vous êtes 9 à avoir répondu. Bon, grosso modo, vous pensez que tout ça, les échanges sociaux ont un impact relativement fort. 13 à avoir répondu, 14, merci. Je vous laisse un peu de temps. Ah tiens, je vais faire, il y a un petit icône qui vient d'apparaître sur mon WooClap par rapport, que je ne connaissais pas. Je vais essayer de voir ce que ça. Ah voilà. C'est pas mal ça aussi. C'est tout nouveau, c'est très bien cette représentation. Bon, je vous laisse poursuivre. La réponse 18 sur 23 qui sont connectés à WooClap. Bon, alors ça commence à se dessiner. Mais globalement, effectivement, ce que vous me dites, c'est que les échanges sociaux ont plutôt une importance forte sur ces différentes situations. Alors, pour vous, ce qui a le plus d'importance, c'est confronter ces points de vue. Je vous le redis, moi j'aime beaucoup ça. Et pourquoi confronter ces points de vue? Donc, avoir des échanges sociaux avec les autres aide à confronter ces points de vue. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de confronter ces points de vue? Parce que plus on pense quelque chose sans être contredit ou sans être interpellé, et plus ça devient une conviction qu'on ne sait plus expliquer. Avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, si on tombe pas dans le piège, s'il n'est pas d'accord avec vous, d'essayer de le convaincre qu'il a tort et que vous avez raison, mais d'échanger pourquoi il pense ça et vous d'argumenter pourquoi vous pensez ça, sans objectif d'essayer de rétablir une vérité ou de le convaincre, même si objectivement il se trompe, c'est intéressant parce que ça oblige à reformuler d'une façon explicite et consciente ce qu'on pense, ce qu'on sait. Donc ça, c'est les échanges sociaux ont cette valeur-là de remettre en question systématiquement parce qu'il peut y avoir
des nouveautés, une évolution du contexte, des nouvelles connaissances qui amènent à réactualiser ses points de vue. La deuxième chose, c'est apprendre des autres. Ça, c'est évident. C'est des autres qu'on apprend, donc c'est les échanges sociaux. Puis après, l'empathie avec les membres du groupe. Ça, c'est important d'avoir des échanges sociaux. Et il faut se méfier des gens qui sont un peu passifs. C'est pas pour autant que dans leur tête, ils sont pas en train de vous parler ou de réagir à ce que vous dites, même s'ils le formulent pas. Donc, et d'autant plus à distance. Alors, je pense pédagogie, oui, Frédéric, c'est tout à fait ça. Et conflit cognitif, alors ça, j'ai pas compris si vous pouviez expliciter un petit peu plus la question sur conflit cognitif. Voilà, ce que je disais, c'est que vous devez l'avoir connu en tant que formateur, des gens qui sont un peu passifs, mais pour autant, à la fin de la formation, ils viennent nous voir en disant ah, j'ai adoré, etc. Donc, ils ont été présents, ils ont été là, ils ont un peu interagi de façon silencieuse, mais il y en a eu. Et à distance, c'est pas parce que vous avez des gens qui sont pas bavards ou pas réactifs ou qui votent pas qu'il faut penser qu'il y a du désintérêt. Et il ne faut pas hésiter à, pour autant, continuer à avoir un dialogue qui est peut-être à sens unique, mais au moins, ça contribue à avoir de l'échange. Il y a deux fois apprendre des autres. Apprendre aux autres, pardon, c'est parce que c'est un peu petit et je suis miro. Apprendre aux autres, c'est important. Autant on peut tout à fait se contenter pour apprendre aux autres d'avoir absolument quasiment aucun échange social, c'est-à-dire d'enregistrer une vidéo chez soi puis de la diffuser, puis on s'arrête là. Absolument pas d'échange possible, c'est magistral et descendant. Mais pour autant, apprendre aux... Philippe, votre micro s'est coupé. Ah, je vois même que apparemment il y a un problème de connexion. Ah, ça y est. Je suis revenu? Oui, Philippe, pendant un court instant, en fait, voilà, ça a coupé. Ok. Donc, d'accord. Je disais apprendre aux autres. L'important quand on a des échanges sociaux, c'est pas d'être que magistral et descendant. Parce que même si on est un peu, dans mon cas aujourd'hui, à être principalement la source d'émission de savoir, interagir un tout petit peu à minima, par exemple, avec les outils qu'on a aujourd'hui, permet de gérer son rythme, gérer le temps, faire des compléments, etc. Voilà, donc merci pour cette contribution. On va essayer de voir comment est-ce que dans les 5 minutes qui restent, comment on peut provoquer, gérer les échanges sociaux à distance dans ce qu'on a vu là. Parce que je vous connais, vous voulez des recettes, des astuces qui marchent, des choses qu'on peut appliquer. Alors, j'ai remis pour moi les 3 volets dans lesquels le formateur, le pédagogue, le tuteur, l'expert, le support peut interagir avec les apprenants à distance. Dans l'assistance, le soutien, l'évaluation, le coaching. Les bons outils, moi je vous propose le mail ou les messages pour l'assistance technologique ou psychologique. Les bons moments, c'est bien évidemment à la demande quand vous avez une sollicitation, mais surtout... À nouveau, non. Ah, zut. Oui, à nouveau, il y a eu une micro-coupure. Donc, désolé pour les petits défauts de qualité de ma connexion aujourd'hui. Voilà, donc dans les bons moments de l'assistance technologique ou psychologique, il y a bien évidemment à la demande quand vous êtes sollicité, mais surtout par anticipation, provoquer le dialogue, même si vous n'avez pas de réponse, au moins vous avez donné une petite impulsion. Et le bon ton, dans l'assistance, il faut être factuel. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement clair et précis. Donc, c'est pas dans le moment d'assistance technique ou psychologique que vous allez essayer de créer de l'empathie. Dans le soutien pédagogique, les bons outils, c'est des messages et bien évidemment la classe virtuelle, parce que c'est celle qui va vous donner la possibilité d'avoir le maximum d'échanges sociaux, en plus en direct, en synchrone. Donc, voilà.
Les bons moments, c'est quand vous êtes sollicité ou par observation. Vous sentez qu'il y a besoin de redynamiser le groupe, même si ce n'est pas planifié, proposer et organiser une mini classe virtuelle, ça serait génial. Et là, le bon ton, c'est pas du tout d'être factuel, magistral et descendant. Il faut essayer de mettre un peu d'empathie, de mettre de l'émotion dans ses intonations de voix, être clair, être pédagogue, etc. Vous mettez, Besma, quand on n'est pas d'accord sur un concept, les discussions font surgir les conflits socio-cognitifs. Ah oui, voilà, c'est le complément de ce que vous aviez dit là, tout à l'heure. Bah oui, à des fins de consensus ou pas, ou de réajustement, on n'est pas obligé de tomber sur des points d'accord, mais souvent oui. Voilà, ça donne une ambiance favorable à la progression. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, pour le soutien pédagogique, c'est pour moi message, classe virtuelle, sur sollicitation ou de façon programmée, et par observation s'il y a besoin. Si vous sentez qu'il y a besoin d'en faire pour un petit groupe, par exemple, de personnes qui ont eu, par exemple, les 5% ou 10% de gens qui ont eu les moins bons résultats, une évaluation, etc., proposer une classe virtuelle complémentaire. Et là, bon, voilà, pédagogique et motivant. Et pour l'évaluation, c'est-à-dire quand vous êtes en train de confronter au réel l'apprentissage des participants, hein, confronter à un réel simulé avec un exercice ou le réel de leur vie quotidienne quand ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont appris, bah, des exercices corrigés ou des visios pour discuter de ça s'est bien passé hier quand tu as essayé de mettre en œuvre, ou qu'est-ce que tu comptes faire demain pour refaire ça, ou les exercices corrigés quand on est dans un environnement simulé du réel, c'est le principe d'un exercice. Hein. Le bon moment d'avoir les échanges, c'est à chaud, hein, au plus proche de l'événement où on a confronté son apprentissage à sa mise en œuvre. Ça, c'est l'idéal parce qu'on a encore tout imprégné des difficultés qu'on a eues, des situations, de ce qu'on a ressenti, comment on a réfléchi, etc. Et le bon ton, c'est plus le moment de la pédagogie. Il en faut, mais c'est le moment où il faut savoir questionner pour finalement que la solution émerge de l'apprenant et l'aider à s'appuyer sur ce qu'il a déjà appris, son ressenti, son expérience, son intuition, sa personnalité, pour transformer non pas ce que vous savez vous en une copie exacte dont il va essayer de se souvenir, mais essayer qu'il se l'approprie par rapport à son vocabulaire, son ressenti, son expérience, son contexte. Donc en fait, il faut essayer de le faire creuser le sujet par lui-même au moment de l'évaluation et du coaching. Voilà, il y a plein d'autres situations, mais c'était sur ces points-là que je voulais éclairer le moment où on peut avoir des interactions sociales à distance, avec quel outil et avec quelle tonalité et dans quel objectif. Alors, on est à la dernière minute, on va parler donc de ce qui va se passer à la prochaine session. Je vous remercie pour les interactions que vous avez faites et je sais que ça, les exercices ont essayé de provoquer, c'était un petit peu ce que je cherchais, hein, et une réflexion par rapport, que vous vous projetiez dans des échanges sociaux avec des apprenants, dans des situations avec des outils. On se reverra pour parler totalement d'autre chose mardi, donc c'est assez proche. Je ne sais pas si ceux qui sont présents aujourd'hui seront là mardi ou si ça sera d'autres. On parlera d'espace d'apprentissage et de leurs différentes caractéristiques. On en connaît un qu'on maîtrise tous, la salle. On va voir quels sont les autres, comment ils fonctionnent et qu'est-ce que ça provoque. Voilà, on parlera de ces espaces d'apprentissage multiples qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Voilà. Mince, Frédéric, mais je pense qu'il y a un replay possible. Oui. Voilà. Ah oui, Je oui. alors, je reprends la main, Philippe. Ah, alors, on ne me voit plus à la caméra, donc bon, je suis là. Voilà. Donc, effectivement, il y aura un replay. Donc, n'hésitez pas. Hein, le replay, c'est pour toutes les personnes qui sont inscrites. Même si vous n'avez pas le temps de participer, eh bien, comme vous avez mis une inscription, nous aurons la possibilité de vous envoyer automatiquement le replay. Voilà. Donc, comme d'habitude, donc un mail si vous souhaitez communiquer avec nous, donc professionnalisation
c2rp.fr. Et puis, je vous ai mis en dernier, donc si vous voulez vous inscrire tout de suite, là, vous l'avez, vous cliquez sur l'impact, voilà, la séance du 11 et ça vous amène directement sur la page d'inscription. Voilà, donc, et vous avez la possibilité donc, de télécharger le support avant de partir. Voilà, merci en tout cas pour votre participation. J'essaye d'être à l'heure, je sais que c'est important pour vous. Donc, merci à vous et puis à la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.